14 juillet, fête nationale française, une célébration grandiose a été organisée ce matin sur les Champs-Élysées. Le Mali et les troupes de la MINUSMA à l'honneur dans un grand défilé militaire et Dioncounda Traoré était le seul chef d'État africain invité à ces festivités. Une célébration sous le signe de la victoire sur le terrorisme au Mali. 14 jours nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir, nous ouvrons une large fenêtre sur les différentes structures en charge de l'organisation des élections. Et aussi, nous avons un invité dans ce journal, le directeur général de l'administration du territoire, qui nous fera le point de la remise des cartes Nina à la date d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche 14 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La République française a célébré aujourd'hui le 14 juillet sa fête nationale. Les clous des manifestations qui ont démarré hier avec des feux d'artifice et des balles, c'était ce matin le grand défilé militaire. Celui-ci a lieu tous les ans sur la plus belle avenue du monde. Vous aurez compris, les Champs-Élysées. Cette année, l'intervention militaire au Mali était très présente avec une soixantaine de militaires maliens en tête du défilé. Des éléments de l'opération Serval, de la MISMA et de la MINUSMA. Parmi les invités du président Hollande, il y avait le président malien et le secrétaire général des Nations Unies. Envoyés spéciaux à Paris, Adama Kamara et Tchessira Emmanuel Dambélé. Pour ce défilé militaire du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille et la Révolution française, l'intervention militaire au Mali s'est invitée à la fête. Après le défilé aérien d'ouverture par les avions de chasse, c'est un détachement de militaires maliens qui a ouvert la marche, suivi par des éléments de la MISMA et de la MINUSMA. Dans l'atmosphère de fête et de solennité retrouvée et sur des Champs-Élysées aux couleurs bleu, blanc, rouge, le contingent malien a défilé sous l'œil attentif du président Dioncounda Traoré et sous les applaudissements de l'assistance. Nous avons été honorés d'être invités à ce 14 juillet et de voir les soldats maliens défiler avec d'autres troupes africaines, des troupes des Nations Unies, pour marquer fortement la solidarité de combat contre le terrorisme et contre le djihadisme. Je pense que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, effectivement, c'est et voulu nous associer à cette fête pour bien marquer cette solidarité. Donc, un sentiment de satisfaction et un véritable confort. Ensuite, la place fut donnée à un contingent croatien, la Croatie, nouveau membre de la communauté européenne. Quant aux troupes françaises qui ont suivi après, elles étaient essentiellement des écoles militaires françaises, des régiments d'infanterie de la garde républicaine, de la gendarmerie mobile, du génie et du régiment étranger du génie militaire français. Suivant après la cavalerie, puis les troupes motorisées. 2 heures de véritable défilé de matériel de guerre, avec l'honneur fait cette année aux troupes maliennes et à celles intervenant au Mali. La France veut faire comprendre que son action au Mali se fait sous le mandat de l'ONU. On l'aura vu sur les images, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui faisait partie des invités du président François Hollande aux festivités du 14 juillet, a été reçu par le président Dioncounda Traoré. Il a évoqué avec le chef de l'État malien la situation du Mali, en premier lieu les élections en cours de préparation. Sur ces échanges entre les deux personnalités, nous vous proposons d'écouter le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Tchessira Emmanuel Dambélé. Les Nations Unies sont fortement impliquées dans la résolution de la crise malienne. Oui, nous avons parlé effectivement des conditions pour résorber cette crise et pour faire en sorte que le Mali revienne à une vie constitutionnelle normale. Nous avons parlé des élections, notamment de l'élection présidentielle le 28. Et bon, le secrétaire général m'a fait part un peu de ce qu'il souhaite par rapport à ces élections. Et moi, je lui ai réaffirmé notre détermination à aller à ces élections dans les délais prévus. Et ils nous ont promis leur aide pour que ces élections soient un succès, comme a été un succès la reconquête du territoire. Les troupes maliennes sont à Kidal, le gouverneur est arrivé, les autorités maliennes sont en train de remonter.
Nous avions déjà prédisposé tout le matériel électoral à Gao, matériel qui est en train de remonter à Kidal si ce n'est déjà fait. Je pense que nous aurons moins de problèmes à Kidal qu'ailleurs. L'administration est en train de remonter, les listes électorales sont déjà faites. Il s'agit de distribuer les cartes Nina et de faire parvenir les listes électorales là où elles doivent aller. Je crois que la question de la tenue de l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire malien ne se pose plus. Et d'ailleurs, si vous avez souvenance de tous les discours que nous avons tenus, nous avons toujours dit que tant qu'un centimètre carré du territoire serait occupé, nous n'organiserions pas d'élection. Et si nous les organisons maintenant, c'est que nous savons que c'est possible sur l'ensemble du territoire. Nous ouvrons à présent la page élection de ce journal. Je vous le disais dans les titres, nous avons un invité avec nous ce soir pour faire le point de la remise des cartes d'électeurs, les cartes Nina. Bonsoir, Monsieur Bassidi Koulibaly. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau, mais là, vous tenez une promesse chaque semaine de nous faire le point de la remise des cartes Nina. Mais avant de vous passer la parole, nous allons suivre notre équipe de reportage a fait quelques centres de distribution du district de Bamako sur la remise des cartes Nina. L'affluence est retombée dans certains centres de la capitale. C'est le constat qui se dégage dans 2 groupes scolaires de la rive gauche et au groupe scolaire de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako sur la rive droite du fleuve Niger. L'équipe était avec Fademba Keita. À 2 semaines de l'élection présidentielle, l'engouement constaté au début des opérations de distribution des cartes Nina n'est pas perceptible. Au groupe scolaire de Bangoni-Zegene-Korobougou, en commune 1 du district de Bamako, même si on est à plus de 50% de taux de retrait des cartes, les gens ne se bousculent plus. Au début, il y avait beaucoup d'affluence, mais maintenant, là, on n'a pas d'affluence. Dans l'ensemble, on peut dire qu'on a atteint les 50%. On a vu certaines erreurs sur les noms de famille, sur les prénoms, sur l'acte de naissance même. Selon les agents et contrôleurs des centres de distribution, il est prévu une moyenne de retrait de 200 cartes Nina par jour. Ils constatent qu'à peine 20 cartes sont retirées par jour. Il ne faut pas que la population attende jusqu'au jour des élections de venir retirer leurs cartes. Donc c'est le moment opportun, ceux qui ont le temps de venir ou qu'ils donnent leurs reçus ou leurs pièces à un membre de la famille ou le chef de famille peut venir et récupérer les autres cartes d'électeurs. Sinon, si on continue comme ça, vraiment, donc on va rester avec les cartes, ça ne sert à rien. On est là ici depuis le matin. Il faut que les gens viennent pour prendre leurs cartes. Les gens ne viennent pas. Brahma Traoré, que nous avons trouvé au centre de Bangoni-Zegene-Korobougou en train de retirer sa carte, estime que l'enlèvement de sa carte d'électeur est un devoir civique. Cette carte est conçue pour les élections, que tout le monde s'en procure. Le vote massif est lié au retrait des cartes Nina. Le taux élevé à l'élection présidentielle dépend de l'engagement citoyen de chacun de nous. Dans tous les centres visités, le centre de distribution de l'école fondamentale du Kandig à Olofobougou-Boulibana en commune 3 sort du lot. Ici, le taux de retrait est des plus élevés. Aujourd'hui, il me reste à peu près à 310 cartes comme ça, sur 1350 cartes. Même si ce n'est pas l'élection, la carte là peut leur servir après. L'atmosphère, ça va dans l'ensemble. Tout se déroule normalement ici. Nous sommes maintenant au niveau de 70% comme ça. À noter que le récépissé du RAVEC, la pièce d'identité, le carnet de famille sont entre autres documents administratifs qu'il faut pour avoir la carte Nina. Voilà, Oukake Alakama de venir chercher les cartes à cause de Dieu. Venez chercher vos cartes d'électeurs. Monsieur Koulibaly, donc après 2 semaines d'intense retrait des cartes Nina, l'affluence est retombée. On l'a vu dans ce reportage dans certains centres de la capitale. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce reportage?
Vous savez, Bamako a ses spécificités. Bamako est une grande ville avec des habitants qui ont des activités économiques, des activités commerciales et professionnelles diverses. Donc, c'est des éléments à prendre en compte dans la situation particulière du district de Bamako. Donc, à ce niveau-là, nous savions que dès le départ que dans les grands centres, la mobilisation est souvent difficile. Et après les premiers jours, bien sûr, nous constatons effectivement au niveau de Bamako qu'il y a une certaine timidité dans l'enlèvement des cartes. Mais ce que le reportage a indiqué est bien justifié dans la mesure où nous avons au niveau de Bamako, au niveau de la commune 3, nous avons 70% du taux d'enlèvement. Et le taux le plus faible, justement, c'est 52% au niveau de la commune 1. Donc, c'est des situations qui sont là et je pense que les autorités du district de Bamako vont mettre des bouchées doubles pour les 15 jours qui restent pour essayer de mobiliser davantage l'électorat afin qu'il aille lever sa carte Nina. Après ce reportage, oui. Mais donc, au niveau de Bamako, bien sûr, nous allons continuer justement à développer les actions de communication et de mobilisation pour que nous puissions atteindre un taux acceptable. Oui, Monsieur Koulibaly, après ce reportage, donc, je vous vois avec beaucoup de documents. Pouvez-vous nous dire c'est quoi le point aujourd'hui de la distribution de ces cartes? Nous sommes engagés depuis une semaine à chaque instant de rendre compte à l'opinion la situation de la remise des cartes Nina. Et le ministre a souhaité justement qu'on puisse faire régulièrement le point. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là sur votre plateau pour indiquer qu'au niveau de toutes les régions, les équipes de remise sont à pied d'œuvre. La situation est globalement satisfaisante. Quand nous prenons la région de Caille, sans pour autant rentrer dans les détails, nous constatons que le taux le plus élevé au niveau de la région de Caille se trouve au niveau du sac de Nioro, avec 79% de taux de remise. Au niveau de la région de Koulikoro, nous avons le sac de Koulakani, avec 70%. Au niveau de la région de Sikasso, nous avons le sac de Kolanyaba, avec 79,82%. Et au niveau de la région de Ségou, nous avons le sac de Bla avec 85% de taux de remise. La région de Mopti, Bayangara Kalokola tête avec 91%. Et la région de Tomoktou avec Nyafouké, 74%. Et Gao, avec le sac de Gao, 63%. Et comme je l'ai dit, le taux de Bamako avec la commune 3 avec 70%. Mais ce que je dois retenir surtout, c'est qu'au niveau régional, le taux varie de 60 à 72%. Caille fait 72%, le taux régional moyen. Koulikoro fait 61%, et Sikasso 73%, Ségou 77%, Mopti 71%, Tombouctou 65%, Gao 58% et le district de Bamako 59%. Nous avons aujourd'hui un taux moyen national de 68% de taux de remise. Donc c'est un taux acceptable dans la mesure où c'est tous 15 jours que nous avons pu réaliser cette performance. Il reste encore 15 jours parce que, rappelez-vous, que la remise prendra fin le 27 juillet. Le 27 juillet, c'est la date limite de remise des cartes Nina. Vous n'avez pas mentionné la région de Kidal. La région de Kidal, vous savez que les autorités administratives de Kidal sont rejoints leur poste il y a toujours quelques jours. Les opérations vont bon train. Le président de la République l'a indiqué tout de suite. Le gouverneur de Gao, le gouverneur de Kidal, les préfets de Tinesako, Abebara, Tessalit sont tous partis sur place. Ils ont mis en place les équipes de remise. Dans les prochains jours, je pense que d'ici lundi, nous aurons la situation globale de la région de Kidal. À la date d'aujourd'hui, nous avons tout juste une tendance au niveau du secteur de Kidal. Le taux de remise tourne autour de 20%. Et les équipes sont à pied d'œuvre au niveau de Tessalit, Abebara et Tinesako. Donc nous pensons que lundi, nous aurons la situation définitive au niveau de Kidal. Donc avant de revenir à vous, nous allons suivre ce reportage dans le village de Tchela. C'est en 4e région. Le village de Tchela, avec ses 300 habitants, ne reste pas indifférent au retrait des cartes Nina. De façon générale, l'arrondissement de Massina a atteint un taux satisfaisant d'enlèvement de 60% à la date du 11 juillet 2013. Des envoyés spéciaux, Lamine Tchekoura Koulibaly et Abdou Salam Bambara sont allés voir. Le cercle de Ké-Massina, qui signifie en langue nationale bozo l'entrée de la région géographique appelée le Massina, n'est pas une entité homogène. Il compte 5 communes,
dont 2 sont situés dans l'interfleuve. L'interfleuve est la partie du delta intérieur du Niger, comprise entre le fleuve et le Bani, son principal affluent. Alors que la riziculture occupe les 3 autres communes en zone aux pistes du Niger, les cultures sèches, mil, sorgho, maïs, sont les principales cultures produites dans l'interfleuve. Ils fournissent 60% de la production céréalière du cercle de Kémassina. Nous sommes en zone sahélienne et c'est seulement à la mi-juin qu'est tombée la première grande pluie cette année, la veille même de l'arrivée à Thiela de l'équipe de distribution des cartes Nina. Que va-t-il se passer en cas de pluie le jour du vote? Lors de l'enrôlement, certains disent Massitan, et à votre arrivée maintenant pour les remettre les cartes, ils vont vous dire que c'est Maïsata ou bien des trucs comme ça. Donc finalement, vous avez un peu de problème maintenant à pouvoir les rechercher maintenant parmi les lots. L'administration joue un rôle déterminant dans la mobilisation générale, en impliquant fortement les autorités traditionnelles et les autres partenaires. Le cadre de concertation regroupe les partis politiques, les organisations de la société civile et tout ce que vous savez qui peut contribuer à la bonne organisation de l'élection. La sécurisation du vote est un aspect fondamental, mais pas inquiétant, rassure-t-on ici. Au niveau de chacun des sous-préfets, il y a eu le plan sécuritaire. Il y a la sécurité aussi en tant que interne même, c'est-à-dire que le chef de village, il joue le rôle ensuite avec ses conseillers de maintien de la sécurité. Le président du bureau de vote lui-même est un facteur de sécurité. La sécurité, c'est à tous les niveaux. Sinon, ce n'est pas les porteurs d'uniformes seulement qui pourront assurer la sécurité. La remontée rapide des résultats des votes est une tâche essentielle de l'administration. Obstacle à ce niveau, Massina est une zone enclavée et les moyens du cercle sont limités. Mais ces autorités rassurent avoir pris la mesure du problème. L'arrondissement de Massina a atteint un taux de l'ordre de 60%. Monsieur Koulibaly, ça rejoint un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure par rapport au taux de distribution dans les régions. Mais maintenant, on a vu dans le reportage, pour ce qui est de la capitale, on a mis l'accent sur ces conditions justement de retrait de ces cartes. Il faut présenter beaucoup de pièces pour pouvoir... Il n'y a pas de mesure d'assouplissement à ce niveau-là? Non, en fait, la première décision qui avait été prise indiquait que la remise de la carte se faisait physiquement à la personne, à l'électeur. Il n'y avait pas d'autre procédure. L'électeur se présente, on lui mettait sa carte. Mais par la suite, le ministre a pris une décision pour modifier, pour alléger les conditions, pour assouplir les conditions de remise. Et les nouvelles conditions qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire national, c'est que désormais, quelqu'un, le chef de famille, peut enlever les cartes de toute sa famille au moyen du carnet de famille. Ou bien, si quelqu'un d'autre se présente avec son carnet sa carte d'identité, il peut enlever la carte Nina de son parent ou de son proche. Ou bien, s'il a le passeport ou tout autre document administratif avec sa photo, il peut enlever la carte d'un tiers, y compris les récépissés les membres de sa famille. De sa famille. Et même les récépissés qui a servi pour l'enrôlement de la personne, on peut retirer désormais la carte avec ça. Donc cette mesure s'applique aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du territoire national. C'est pourquoi nous avons constaté que depuis l'avènement de cette mesure-là, il y a eu justement un fort taux de remise des cartes Nina. Et je dois dire, ce que Massina vient de nous dire et indiquer, c'est indicatif. Parce que nous avions fait des plans de progression au niveau des villages de l'intérieur. Plans de progression, les équipes se déplacent de village en village. Et à Massina, aujourd'hui, ils sont à 60%. Je dois dire qu'à Banyangara, la commune de Metoumou, la commune de Kenye, ils ont totalement terminé, ils ont fait les 100%. Donc il y a à peu près 3 ou 4 communes au niveau du secteur de Banyangara qui ont fait les 100%.
de remise. Et dans les prochains jours, nous estimons qu'avec les nouvelles mesures qui sont intervenues, bien sûr d'ici le 25, nous allons atteindre certainement les 80 à 90% des taux de remise des cartes NINA. Voilà, Monsieur Koulibaly, nous avons vite fait de parler justement de l'organisation de ces élections dans la région de Kidal. Voilà qu'on a un reportage, si vous voulez, une interview concernant l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. On nous dit que les préparatifs vont bon train à Kidal. Les opérations de distribution des cartes NINA ont débuté le week-end. Et pour l'heure, tout se passe bien. C'est du moins ce que nous dit le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kidal, Mamadou Cham, joint tout à l'heure au téléphone par Boubacar Touré. Bon, les élections se préparent très bien. Depuis notre arrivée, on s'est consacré à la validation des listes électorales. Ce travail est déjà fini et déposé au niveau de la DGE. Maintenant, nous avons entamé le travail proprement dit de remise des cartes électorales. Comment se passe cette distribution des cartes NINA dans la ville de Kidal? Oui, cette distribution se passe en tout cas pour le moment dans de bonnes conditions de sécurité et puis de mobilisation. Nous constatons en tout cas un début d'affluence actuellement. Au début, c'était un peu difficile, mais je pense que c'était un manque de communication. Actuellement, nous avons passé un communiqué sur la radio locale invitant tous les électeurs à venir retirer leurs cartes. Et depuis lors, nous avons constaté quand même une amélioration de l'affluence. L'administration est actuellement occupé à l'opération de remise des cartes électorales. Et ensuite, nous sommes en train de préparer l'organisation proprement dite des élections, consistera à mettre en place tous les bureaux de vote, les matériels de vote, mettre en place le matériel de vote. Est-ce que tous ces matériels de vote sont disponibles sur place là-bas à Kidal? C'est en cours de route. Et dans les prochains jours, en tout cas, nous allons réceptionner ce matériel-là à Kidal ici. Monsieur Cham, vous êtes certain, confiant quant à la tenue des élections à Kidal le 28 juillet? Ah oui, il n'y a pas de doute pour la tenue des élections le 28 juillet à Kidal. Nous sommes en train de mettre vraiment les bouchées doubles pour mettre les dernières mains sur les préparatifs. Et nous sommes sûrs que le jour du 28, on sera en tout cas en mesure d'organiser les élections. Voilà, Monsieur Koulibaly, une information qui vous réjouit, vous, à l'administration? Absolument, il n'y a pas l'ombre des doutes, parce que la volonté du gouvernement est inébranlable, c'est de réaliser les élections sur l'ensemble du territoire national. Et Kidal, aujourd'hui, nous constatons que les autorités sont sur place et que les préparatifs vont bon train. Le matériel électoral et tous les autres instruments électoraux sont aujourd'hui prêts au niveau de Gao pour être acheminés dans les prochains jours sur Kidal. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas l'homme d'un doute, c'est que les élections vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national, comme le président l'a indiqué, y compris à Kidal. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'administration territoriale, au point de vue organisation, c'est que toutes les dispositions sont prises. Le matériel électoral est disponible, les agents électoraux sont en formation. Donc les documents électoraux, c'est-à-dire les derniers documents électoraux, les bulletins de vote et les autres documents électoraux seront disponibles d'ici le 23 sur l'ensemble du territoire national. Merci, Monsieur Koulibaly, d'avoir accepté d'être notre invité, justement, pour faire le point de la remise de la distribution des cartes NINA. Pour l'élection présidentielle, le premier tour est prévu pour le 28 juillet. Et nous espérons vous avoir avec nous dimanche prochain, puisque c'est une promesse. Vous avez promis d'être là toutes les semaines pour faire le point jusqu'à l'élection du 28 juillet. Nous pensons que le dimanche prochain, nous serons autour de 90 à 95% de taux de remise. Monsieur Koulibaly, très confiant. Voilà, mesdames et messieurs, nous suivons le cours de ce journal avec toujours la page élection. C'est à Koutiala que le candidat du Parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'intégration, Sadi Oumar Mariko, a lancé sa campagne pour l'élection présidentielle de 2013. Le choix de Koutiala tient au fait que le parti Sadi pour le développement de notre pays tient à développer l'agriculture et l'élevage, la justice sociale et l'intégration du monde rural dans le processus de développement. Envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Gaussou Touré. Avec des turbans rouges et jaunes au cou, symbole de combat et de richesse pour notre pays, les militants et sympathisants du Parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'intégration, Sadi de Koutiala, de Yorosso et de Sikasso, ont reçu leur candidat Oumar Mariko pour le lancement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2013.
À une dizaine de kilomètres du centre-ville de Koutiala, sur la route de Sikasso, en traversant la ville de Koutiala, c'était la même ambiance avec la population de Koutiakana et toute sa banlieue qui ont chanté l'hymne national. Dans leur discours, les présidents de la coordination de Sikasso et de Koutiala ont rappelé leur soutien indéfectible à Omar Mariko pour le changement. Le candidat du parti Sadi a prôné la justice sociale. Il a regretté les récentes agressions et autres humiliations infligées à notre peuple. Je ne suis pas surpris par cette mobilisation. Au moment où des gens louent des avions à 50 millions jour, au moment où des t-shirts sont un peu partout, vous êtes venus nombreux. Vous êtes sortis naturels que vous êtes, parce que vous avez préféré la dignité, parce que vous voulez la dignité et l'honneur. La dignité et l'honneur, pourquoi? Pour que le fruit de votre travail vous revienne. Pour que dans notre pays, la justice soit de mise. Pour que dans notre pays, le pays de Mali soit toujours un pays uni. Dans son programme de développement de notre pays, Omar Mariko tient notamment à l'agriculture, à l'élevage, la sécurité renforcée et à la dignité retrouvée. On a besoin de réformes institutionnelles et nous avons besoin de justice sociale. Les institutions doivent être au Mali au service du peuple malien. Nous devons développer l'agriculture. Nous devons, à partir de 2013, mettre la Daba au musée de l'histoire. Plus de Daba entre les mains des paysans. Nous devons, à partir de 2013, faire la promotion de l'agriculture de traite, des charrues et des tracteurs. Nous devons nous battre pour que les mines d'or qui sont exploitées dans notre pays financent notre développement. L'or doit briller pour le peuple malien d'abord. Avec Omar, tout peut changer. Les paysans ont confiance en lui. Lui aussi, c'est un fils de paysan, hein. Il ne connaît que les paysans. À ce meeting de lancement de sa campagne, une quinzaine de partis politiques, associations et corps de métier ont répondu à l'invitation. À Koulikoro, le candidat de l'Union des forces démocratiques, UFD, a lancé ce dimanche sa campagne électorale sous le signe du changement. C'était lors d'un meeting à la Maison du Peuple de Koulikoro. Chaka Diarra entend faire du Mali un pays uni, un pays de paix, d'équité et d'égalité de chances pour tous les citoyens. Koulikoro, le reportage de Seydou Traoré. Natif de Doumba, dans le cercle de Koulikoro, le candidat de l'Union des forces démocratiques IFD a été accueilli par les délégués des 47 associations et partis politiques qui travaillent pour son élection à la présidentielle du 28 juillet prochain. Chaka Diarra est venu expliquer son projet de société à ses militants et sympathisants en vue du premier tour des présidentielles de 2013. D'entrée de jeu, le candidat de l'IFD a rappelé le combat mené par son parti bien avant la crise que le pays a connue. Le Mali, notre pays, a connu des périodes de turbulence motivées par une gouvernance pas digne d'un grand pays comme le nôtre. C'est pourquoi l'UFD, parti d'avant-garde, a observé la situation sociopolitique du pays durant tout ce temps. L'espoir est de taille à l'UFD. Nous viendrons avec l'effort conjugué de tous les Maliens qui aspirent au changement. Ce vrai changement, Nieta Lakika, est possible avec l'UFD pour bâtir une république dans laquelle être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs envers le pays. Dans sa vision d'un Mali fort, le candidat de l'UFD prône une véritable refondation du pays. Aujourd'hui, plus que jamais, le candidat que je suis prône le vrai changement. Le vrai changement à travers une politique nationale basée sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs nécessaires pour un développement durable. Des initiatives créatives d'emploi pour les jeunes. La jeunesse est le ressort de toute une nation. Sans jeunesse en emploi, le pays est à genoux.
Peuple du Mali, l'ère de la vérité a sonné. Il faut une véritable refondation de la société malienne dans toute sa composante. Selon les différents intervenants, Jacques Kadiara propose aux Maliens l'instauration de l'autorité de l'État, la santé pour tous, le développement du secteur agricole, industriel et commercial, l'éducation publique, les infrastructures, l'emploi des jeunes, l'énergie, entre autres. Notre projet de société s'articule autour des axes fondamentaux de développement en harmonie avec le secteur, tous les secteurs de développement. Le meeting de lancement des campagnes du parti IFD a été sanctionné par une visite de courtoisie chez les notabilités de Koulikoro, notamment dans la famille fondatrice du regretté maître Demba Diallo, chez l'imam de Koulikoro et le chef des Somono. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, le président du comité de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain lundi 15 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Chaka Diarra, UFD. 10h, Madame Aïdara Aïchata Alassane Sissé, Alliance Château 2013. 10h30, Monsieur Cheikh Boukadari Traoré, CAR. 11h, Monsieur Racine Seydou Cham, CAP. Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne pour la deuxième semaine du premier tour des candidats. Ousseinou Guindo, Ousmane Ben Fana Traoré, Nyankoro Ye Samake et Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous le disais, dans ce journal, le processus électoral au Mali se caractérise par une prolifération ou, si vous voulez, une multiplication d'organes en charge de l'organisation des élections. Cette situation est née de la mauvaise tenue des listes électorales, lesquelles n'ont jamais fait l'unanimité jusqu'à l'introduction récente de la biométrie. Certaines formations politiques ont estimé que les listes électorales ont jusqu'à une période récente été source de fraude, et cette juxtaposition de structures n'est pas sans créer quelques difficultés. Voilà ce que nous dit Oumar Moussa Traoré dans ce dossier. Au Mali, ce sont plusieurs structures qui interviennent dans l'organisation matérielle des élections. Pas moins de 4 organes interviennent directement dans le processus. Il s'agit tout d'abord de l'administration territoriale, de la délégation générale aux élections, de la Commission électorale nationale indépendante CENI, et dans une moindre mesure du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. La CENI est chargée de la supervision et du suivi des opérations. Ceci veut dire que tout ce qui concerne le scrutin intéresse la CENI. Tout ce qu'il y a comme action à faire dans le cadre du scrutin intéresse la CENI. Depuis l'établissement des listes électorales jusqu'au dernier jour, n'est-ce pas, de l'élection. Donc, cette attribution de supervision, de suivi, est reconnue à la CENI, avec un certain nombre de pouvoirs de rectification, un certain nombre de pouvoirs d'aller devant les juridictions lorsqu'elles constatent un certain nombre de dérèglements au niveau de l'application de la loi électorale. La DGE est chargée effectivement d'établir le fichier électoral, l'établir selon des normes qui ont été fixées, qui actuellement sont des normes allant vers l'utilisation des nouvelles technologies, de faire en sorte que les électeurs disposent des cartes d'électeurs pour accomplir leur devoir, et ensuite de s'occuper du financement des partis politiques. Le ministère de l'administration territoriale est la cheville ouvrière dans cette affaire. C'est ce ministère qui est chargé de l'organisation matérielle, concrète sur le terrain, et des élections en général, surtout les élections présidentielles. Mais à cela, il faut ajouter aussi l'implication du ministère des Affaires étrangères, parce que, comme vous le savez, les Maliens de l'extérieur votent. La part importante du travail est cependant effectuée par l'administration territoriale. Comment en est-on arrivé à une telle prolifération de structures impliquées dans l'organisation des élections au Mali? Si nous prenons les autres pays, il y a des pays où il n'y a qu'une seule structure qui s'occupe des élections.
Même au Mali, il y avait une seule structure qui s'occupait des élections, en l'occurrence c'était le ministère de l'Intérieur à l'époque, qui s'occupait des élections. Mais avec les événements, avec les évolutions historiques, il y a eu des changements imposés, d'abord par la méfiance que les partis politiques, ou en tout cas une bonne partie de la population, a eu vis-à-vis de l'administration, en estimant que l'administration est peut-être partiale, je dis bien peut-être, et que l'administration est plutôt encline à favoriser ou alors être du côté de ceux des tenants du pouvoir. Cette prolifération des structures n'est pas sans créer quelques difficultés dans la conduite des différentes missions. Chacune des structures intervenant dans l'organisation des élections est censée avoir son autonomie. Elles doivent donc entretenir entre elles des relations de collaboration et de complémentarité. Mais les choses ne sont pas aussi simples dans la pratique. L'exemple le plus frappant est sans doute l'empiètement d'un organe sur les compétences d'un autre. En 2002, un incident a même créé des frictions chez les membres de la CENI. Il y a eu la destruction de toutes les cartes d'électeurs qui avaient été imprimées sans que la CENI, à l'époque, puisse superviser la mise en place de ces cartes-là. Mais cela se comprenait parce que la CENI n'avait pas été mise en place. Et le chronogramme imposait un certain nombre d'actions bien précises. À l'époque, la CENI avait estimé que n'ayant pas eu à superviser la confection des cartes et tout ça, elle estimait que cela ne pouvait pas être. La décision a été prise de brûler les cartes qui avaient été fonctionnées, de reprendre des nouvelles cartes, avec cette fois-ci la présence, la supervision de la CENI. La suspicion a surtout prospéré sur la mauvaise tenue des listes électorales, lesquelles n'ont jamais fait l'unanimité jusqu'à l'introduction récente de la biométrie. La solution à cet imbroglio passe par la création d'une structure unique de gestion des élections, comme cela se fait dans beaucoup de pays. La question est éminemment politique. Un consensus de la classe politique sur la question est aussi nécessaire. L'actualité sur un tout autre plan. À Koulikoro, le deuxième groupement tactique interarmes en formation a reçu la visite du chef d'état-major de l'armée de terre. Ce bataillon en regroupement progressif a pris connaissance à travers les propos du colonel-major Ibrahima Fane, le bien fondé de la mission de formation européenne. Le deuxième bataillon remplace donc au centre d'instruction Boubacar Sadassi le bataillon Waraba qui est présentement redéployé. Le point avec Seydou Traoré. Le deuxième bataillon de l'armée malienne a commencé sa formation le 6 juillet dernier pour 2 mois 10 jours. La formation est dispensée par environ 200 instructeurs européens. Ce nouveau bataillon est à l'image du bataillon Waraba avec 3 compagnies d'infanterie, une batterie d'artillerie, un escadron blindé, une section de génie militaire et une section de commando. Après une semaine bouclée déjà à l'école des experts de l'Union européenne, l'effectif des soldats sur place est à 79% pour 715 attendus. Oui, actuellement, nous sommes à un niveau de regroupement puisque le GTIA, ça fait un effectif de 715 hommes. Sur les 715 hommes, nous sommes déjà à 79% de réalisation. 79% de réalisation dû au fait que si c'est que les éléments étaient tous au sud, le regroupement allait être facile, sinon c'est quitter une région autre chose. Mais puisque l'ossature vient de Sikasso, nous avons parmi ces éléments de Sikasso, certains qui se trouvent encore sur le théâtre des opérations, qui attendent d'un moment à l'autre l'aide des engagements afin de venir prendre le train en marche. En rendant une visite aux soldats du bataillon numéro 2, le chef d'état-major de l'armée de terre a apporté des justificatifs sur les raisons de cette formation de l'Union européenne et des messages d'encouragement à la troupe. Nous attendons de vous de garder encore cet esprit de discipline, cet esprit de disponibilité, cet esprit d'obéissance et tous alignés derrière une seule hiérarchie. Nous avons un bénéfice au-delà de cela sur cette formation du GTIA. Le chef d'état-major de l'armée de terre a ensuite visité les infrastructures en chantier et rencontré les commandants d'unité de ce bataillon numéro 2.
Les téléspectateurs et auditeurs de la cité des Askia ont retrouvé depuis hier samedi les émissions télé et radio de l'Office de radio-télévision du Mali. Le centre TV FM réhabilité par les bons soins des ingénieurs de l'ORTM donne satisfaction à travers la vocation informer, éduquer et divertir. Après la mise sur pied de ce centre, les regards sont maintenant orientés vers la station régionale de l'ORTM Gao qui attend également une réhabilitation complète. Daouda Zoumana Traoré. Dès le début des travaux d'installation de ce centre, le général de brigade de Mamadou Adamandialo a rendu une visite aux ingénieurs, histoire de voir les matériels et d'encourager les travailleurs qui sont là pour toute la région. Des locaux réhabilités reçoivent au cœur de la ville de Gao un émetteur télé-radio, un amplificateur, une antenne parabolique, des dipôles et un groupe électrogène. L'objectif, permettre à la population de capter dans de meilleures conditions les émissions de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali ORTM. Les hautes autorités de l'ORTM ont décidé, dans un plan d'urgence, de réinstaller au moins le centre TVFM pour un départ à Gao. Avant l'avènement de la station régionale émettait sur 98.1 MHz, donc c'est cette fréquence qu'on a préféré garder. Et la fréquence télé aussi, c'est sur le canal 12, sur 224,48 MHz. La bonne nouvelle a fait le tour de la ville et les fidèles téléspectateurs et auditeurs ne pouvaient que s'en réjouir. L'arrivée de la télé et de la radio à Gao me réconforte beaucoup. Parce qu'on attendait ça il y a longtemps. Il y a un an et quelques qu'on n'a pas la télé et la radio à Gao. En tout cas, c'est un plaisir, c'est une bonne chose ici à des régions de Gao. Parce qu'on a plus d'une année, on n'a pas de télé ni à la radio. Donc on nous félicite de bonnes choses que vous avez fait et du courage et merci beaucoup. L'absence de la télé et de la radio malienne avait privé la population d'informations fiables, donc créé un grand fossé entre les zones du pays. Ça fait un an que s'il n'y a pas les chaînes d'abonnement, nous ne pouvons pas accéder à la télévision malienne. Donc vraiment, ça crée un grand manque et puis ça a augmenté aussi sur les dépenses. Parce que sans l'abonnement, nous ne pouvons même pas voir la télé malienne. Donc nous sommes vraiment contents et très émus qu'à 0 francs, on a la télé ainsi que la radio. On ne voit rien, on ne voit pas la ville, on ne voit pas le journal, on ne voit rien, on n'entend rien. Ça vraiment hier soir, ça vraiment on est satisfait. Après ce comeback du centre, les téléspectateurs et auditeurs attendent de pied ferme la station régionale ORTM Gao. La première des choses c'est quoi? C'est qu'il faut aller voir les anciens locaux de l'ORTM, aller aménager et faire en sorte que ça retourne là-bas. Ça c'est une première condition. Et la deuxième condition, mettre le personnel de l'ORTM à l'aise. Parce que sans eux, on ne va pas être dans l'information. Et il faut vraiment qu'on soit dans l'information. Plusieurs autres villes de la 7e région, comme Bourem, Ansongo et Menaka, sont dans les mêmes conditions. Voilà, l'ORTM de retour dans la cité des Askia. La commission Dialogue et Réconciliation était à Tombouctou. Sa première mission de prise de contact a été beaucoup appréciée par les populations. Pour certains, si cette structure n'était pas créée, il fallait l'inventer eu égard à son importance après l'effritement du tissu social consécutif à la crise. Ici, les différentes couches socio-professionnelles se disent entièrement à la disposition de la commission pour toute initiative tendant à renforcer la paix et la cohésion sociale. Des avis qui ont été recueillis par Adama Djimdi et Shirfi Moulaye. La commission aura des groupes dans chaque région et je pense que tout le monde va contribuer. Maintenant, c'est juste, elle va encore expliquer l'approche. On est favorable à l'idée. Tout le monde attend aujourd'hui que cette commission va dans le dialogue et la réconciliation. Quel que soit ce qui va se passer, elle doit diriger ce pays dans la paisibilité et la tranquillité. On est beaucoup accueillis cette commission parce qu'on a besoin de cette commission. Cette commission, même si elle n'a pas été créée, nous-mêmes, on va l'écrire de chez nous-mêmes parce qu'on veut la paix. On a besoin de la paix, on a soif de la paix. Il n'y a pas quelque chose aussi qui est mieux que la paix. Nous attendons justement que toutes les parties soient consultées et que toutes les communautés soient concernées pour que justement la paix devienne une réalité dans notre pays. On ne peut pas souhaiter meilleur. Ceux qui ont mis cette commission en place ont très bien fait parce que ça va permettre à tout un chacun d'oublier ce qui s'est passé. Il est bon de tourner la page parce que nous sommes des frères, nous sommes des parents, nous ne pouvons pas être divisés.
Donc il est obligatoire à ce qu'il y ait réconciliation. Mopti abrite la 4e réunion du comité technique du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, couplée à la 5e session de son comité de pilotage. Ces 2 organes de gestion du projet ont surtout planché sur les différentes actions conduites sur le terrain, la mise en œuvre des recommandations et le rapport bilan annuel. Mopti, nous retrouvons Yacouba Meiga. Ces assises des 2 organes de gestion du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN se tiennent à un moment décisif de la vie du projet dont la fin est prévue dans 2 mois. Malgré l'impact négatif de la crise sur les résultats des activités menées en 2012, des progrès ont été enregistrés. En matière d'aménagement, nous avons été au-dessus des prévisions, que ce soit au niveau des périmètres irrigués, que ce soit au niveau des jardins maraîchers, que ce soit au niveau des plaines. Les résultats bien appréciés par le comité de pilotage, qui est l'instance décisionnelle et d'orientation, ouvrent de belles perspectives pour le devenir du PADIN, dont le principe de continuité est déjà acquis auprès de la coopération néerlandaise, principal partenaire financier du projet. Les négociations sont très avancées avec le bailleur et qui nous permettra de cibler environ 5100 hectares en plaine, environ 300 hectares en petit périmètre irrigué, 50 hectares en périmètre maraîcher. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des autorités administratives, politiques et des services techniques de l'État dans la mise en œuvre de cette phase. Le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger PADIN est un sous-programme initial d'investissement financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Il est exécuté par CARE International au Mali et vise à améliorer la sécurité alimentaire et augmenter le revenu des producteurs agricoles et leurs ménages dans le delta intérieur du Niger. L'Association nationale des jeunes économistes du Mali s'inscrit dans la relance de l'activité économique. Elle vient d'organiser hier samedi une conférence débat sur le thème « L'économie malienne face à la crise sécuritaire et institutionnelle, bilan et perspectives ». La conférence a été présidée par le ministre de l'Économie et de l'Action sociale. Reportage Nouhoum Sissoko. La crise sécuritaire et institutionnelle a porté un coup dur à l'économie malienne. C'est partant de ce constat que l'Association nationale des jeunes économistes s'évertue à trouver un cadre d'échange autour des enjeux économiques du Mali. En 2012, les plus récentes estimations, notamment celles de la Banque mondiale, tablent sur une contraction du PIB réel de 1,5%. En matière du climat des affaires, le Mali a reculé de 5 places dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, chutant ainsi à la 152e place du classement sur 185 pays classés au monde. Dans le privé, les BTP et l'hôtellerie, qui sont des secteurs à forte employabilité de main-d'œuvre, tournent au ralenti, occasionnant des pertes d'emplois. À en croire le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la crise a amputé le secteur privé de 60% de ses capacités. La crise est intervenue alors que de véritables stratégies de développement du secteur privé étaient en cours. Il faut d'abord commencer par réhabiliter l'existant. Beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des infrastructures et malheureusement ces infrastructures ont été abîmées. Il faut les rétablir. Il faut qu'on aille à la qualité d'électricité qu'il y avait au moins avant. L'aide au développement ne venait plus. Ensuite, il y avait une crise économique qui s'est installée dans le pays. Les entreprises ne tournaient plus. Beaucoup d'expatriés sont partis. Et les touristes ne venaient plus. Il est clair que le recouvrement devient très difficile sur des entreprises qui sont en difficulté. Le directeur des impôts d'ajouter que les sociétés minières et de téléphonie ont résisté à la crise. La part des sociétés minières dans les recettes fiscales s'élève à plus de 40%. Lorsque ce gouvernement a pris possession des affaires, on a refait les comptes. On a refait un collectif budgétaire et le budget a été ramené à 800 milliards. C'est-à-dire une diminution de 600 milliards. Cette année, le Mali table sur une croissance de 4,7% contre moins de 2% en 2012.
Voilà, Mamadou Namori Traoré est ministre de l'économie et de l'action humanitaire. Sport, football, championnat national. Après quelques jours de relâche, la compétition a repris à la faveur de la deuxième journée. Ainsi, la Somme a presque acquis son maintien après s'être imposé 3-1 devant Attar Club de Kidal. Le COB lui a battu 2-1. Le Nyanan de Koulikoro est bien parti pour sauver sa saison. Le point des deux rencontres avec Aldjouma Atina. En venant à bout du Nyanan de Koulikoro 2-1 lors de cette 27e journée du championnat national, le club olympique de Bamako en vert renoue non seulement avec la victoire après quelques journées de disette, mais aussi consolide sa 4e place qui donne droit désormais à une sortie africaine en Coupe de la Confédération. Pourtant, dans cette partie, c'est les visiteurs qui vont contre toute attente doucher les ardeurs du COB. Sidiya Traoré parti à l'abordage des buts olympiens, bat à la 19e minute Abdoulaye Samaki. Comme si cela ne suffisait pas, les clubistes perdront l'une de leurs pièces maîtresses en défense, Mamadi Sidibé à la 24e minute, pour cumul de cartons. Après cette sortie, le COB se réorganise et devient plus mordant dans le jeu. Conséquence, il va égaliser à la 39e minute. Amirou Traoré fait parler de sa technique sur cette action, avant d'offrir un caviar à Mamadou Tunkara. À la reprise, même réduit à 10, la domination du COB ne faiblit pas. À la 47e minute, le tandem Adama Traoré et Amirou Traoré donne du tournure à la défense du Nyanan. Amirou Traoré, plat du pied, offre les 3 points au club olympique de Bamako qui s'impose 2-1. Le COB est donc bien parti pour obtenir l'une des places qualificatives en compétition africaine. Le Nyanan, lui, est déjà assuré du maintien. Autre formation qu'on verra la saison prochaine à l'élite, c'est bien l'association sportive olympique de Missira en orange. Face à Attar Club, la Somme, qui n'avait besoin que d'une victoire pour se mettre définitivement à l'abri, n'a pas passé à côté de son sujet. Elle gagne 3-1. Les buts de la Somme sont marqués par Adaman Sidibé, Oumar Tandjougoura et Adaman Diarra, pendant que l'unique but de l'équipe kidaloise est inscrit à la 78e minute par Bakaraba. Avec 32 points, la Somme est assurée de rester en première division, tandis qu'Attar Club de Kidal, qui n'a que 10 points, est relégué en division inférieure. Voilà, un grand merci pour nos téléspectateurs de la Cité des Askia. Ainsi prend fin cette édition. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré et 20h45, Ndeye Sissoko prendra le relais. D'ici là, visitez notre site internet www.ortm.ml. Je vous souhaite de passer un bon mois de Ramadan et un bon début de semaine. Au revoir.